Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur l'effondrement gravitationnel qui est tombé aux mines. Donc voilà l'exercice ici, on vous dit qu'on considère un nuage sphérique de particules qui sont dans l'espace. On vous dit que le rayon initial du nuage, il est de R0 et sa masse volumique, elle est de ρ0, elle est homogène dans le nuage. On vous dit que sous l'effet de la force de gravitation, le nuage s'effondre sur lui-même en un temps tau, et c'est ce temps-là qu'on va chercher à déterminer dans cet exercice. Donc il y a plusieurs questions ici, donc on peut regarder. Première question, c'est de l'analyse dimensionnelle. Ensuite, démontrer le théorème de Gauss gravitationnel, normalement il n'y a pas de souci pour ça. Déduire le champ de gravitation à la surface du nuage. Bon, là vous vous doutez qu'il faut appliquer le théorème de Gauss gravitationnel. Et enfin, la question un peu plus technique, un peu plus longue, qui est la durée tau du temps d'effondrement du nuage. On vous donne une intégrale. Voilà. Juste pour préciser, cet exercice, je l'ai vu aussi dans le poly de l'X des oraux qui sont tombés en filière PC. À l'X, on vous demandait directement cette question en fait. Hop. Mais c'était tout le début en fait, le principe de l'exo à l'X. Vous pouvez regarder le poly si vous voulez, je vous le mets dans la description. C'est de regarder comment est-ce que les ondes acoustiques sont modifiées par la gravitation. Donc, en fait, c'est uniquement pour les PC, c'est de la mécaflux. Donc la première question, c'est le temps d'effondrement. Ensuite, on regarde l'évolution, le mélange de la gravitation des ondes acoustiques. De mémoire, c'est ça qui se passe. Et évidemment, il y a un peu moins de questions. Il n'y a pas trop cette question pour vous guider ici. Ok, donc allons-y. Première question, on vous demande l'analyse dimensionnelle. Donc, l'idée quand vous avez de l'analyse dimensionnelle, c'est de regarder les paramètres pertinents qui vont intervenir. En fait, si vous avez fait ça, vous avez fait 90% du travail, puisque vous avez sélectionné, après il y a juste à faire les calculs. Donc ici, évidemment on a R0, on a ρ, c'est des paramètres du problème, et il ne faut pas oublier aussi que non seulement vous faites intervenir les paramètres du problème, mais également les constantes qui sont pertinentes. Donc ici on parle de gravitation, la constante pertinente c'est le grand G, constante de gravitation universelle. Donc il y a plusieurs manières de faire, il y a la manière un peu brutale qui est, je sais que je peux faire une équation aux dimensions, je fais une équation de dimension avec alpha, bêta et gamma. C'est de mes inconnus. Et ensuite, je dis que R0 c'est en mètres, ρ0 c'est en kilogrammes par mètre cube, G c'est en mètre cube kilogramme moins 1 seconde moins 2. On le retrouve avec le PFD par exemple, en regardant ici, en égalant en fait la force avec la force d'interaction gravitationnelle. Et si je réinjecte ça là, je vais avoir une équation de dimension, une équation sur les mètres, une équation sur les kilogrammes, une équation sur les secondes. Ça, c'est la manière qui marche à chaque fois, la manière brutale, mais toujours efficace. Une équation de dimension. Là, on peut être un tout petit peu plus intelligent, on peut regarder ce qui se passe pour nos dimensions. Vous voyez, moi je veux un temps, donc ce que je veux, c'est des secondes. Or, si je regarde ma combinaison de grandeur ici, il y a un seul endroit où j'ai des secondes, c'est dans G. Donc je vois déjà que G, il va forcément intervenir à la puissance moins 1,5. Moins 1,5 pour ça, donc voilà, je vais avoir du G à la puissance moins 1,5. Qu'ensuite, si je regarde le reste, si j'ai du G à la puissance moins 1,5, je vais avoir des mètres cubes, kilogrammes moins 1, etc. Et là, encore une fois, si je regarde bien mon équation, je vois qu'en fait, mètre cube, kilogramme moins 1, là j'ai des kilogrammes mètre moins 3. Qu'en fait, si je fais ρ0 G, j'obtiens des secondes moins 2, et je vais me débrouiller pour trouver un temps. Donc voilà, là juste en regardant un peu ce qui peut apparaître, je trouve que ρ0G en seconde moins 2, donc un temps caractéristique, ça va être du 1 sur ρ0G. Ouais, il n'y a pas besoin d'utiliser ces équations de dimension ici, il suffit de raisonner d'abord avec ce qu'on voit des grandeurs. C'est pas toujours le cas, parfois vous avez justement des équations de dimension qui peuvent être relativement ardues. Donc commencez toujours par regarder si vous n'avez pas une solution un peu évidente, et ensuite vous pouvez vous lancer dans la résolution si vous en trouvez pas. Donc taux égale ρ0G, il faut garder ça dans un coin de nos têtes parce qu'à la fin on nous demande taux. Donc il y a de grandes chances pour que ce soit proportionnel à 1 sur ρ0G. Ensuite on nous demande de démontrer le théorème de Gauss gravitationnel, c'est quelque chose du court. Donc l'équation de Maxwell-Gauss, c'est div E égale ρ électrique, si j'ai mis ρe pour spécifier le électrique et pas le massique, sur epsilon 0. Et en fait, le théorème de Gauss se base sur l'analogie entre la force électrique et la force gravitationnelle. Vous regardez les préfacteurs. F,
c'est Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, R2, ER. Pour la force électrique, pour la force de gravitation, vous avez du moins G, M1, M2 sur R2, ER. Et vous voyez les préfacteurs, vous avez un 1 sur 4pi epsilon 0 et un moins G. Donc 1 sur epsilon 0, ça va être équivalent à moins 4pi G. On dit juste préfacteur de l'un, ça marche comme le préfacteur de l'autre. Donc, l'équivalent de Maxwell-Gauss du point de vue de la gravitation, ça va être diff de G est égal à moins 4pi G ρ. Où ρ ici, faites attention, c'est le ρ massique. On pourrait vérifier les dimensions ici, ça marche bien. Donc nous, on ne nous demande pas l'équivalent de l'équation, on nous demande l'équivalent du théorème. Pour ça, il faut appliquer le théorème de Green-Ostrogradski, intégrer ça sur un élément de volume que j'ai pas mis, mais qui existe, donc détaux mon élément de volume. Hop, ça devient la double intégrale sur la surface fermée de GdS, et donc ça nous fait moins 4pi G fois la masse intérieure. Vous vous souvenez, pour le théorème de Gauss, on a la charge intérieure. Donc ça, c'est le théorème de Gauss gravitationnel. On le garde dans un coin de tête, puisqu'on va devoir l'appliquer. Déduire le champ de gravitation à la surface du nuage, bon, là, ça, c'est exactement l'analogie de théorème de Gauss pour une sphère uniformément chargée. C'est la même chose. Symétrie, je suis à symétrie sphérique, donc je sais que mon champ va être selon ER. J'ai des invariances par rotation, donc θ et φ, donc ça ne dépend que de R. Donc ça va être G de R, ER. J'applique le théorème de Gauss, la double intégrale de GdS, c'est moins 4pi G masse intérieure. Cette double intégrale, si je l'applique sur une sphère de rayon petit r, ça va me faire du 4pi R2. Les 4pi se simplifient. Je regarde la masse intérieure, j'ai deux choix possibles, soit je fais à l'intérieur du nuage. Dans ce cas-là, ma masse intérieure, c'est 4 tiers de pi R3 ρ0. Donc c'est en fait la masse à l'intérieur de ma surface de Gauss. Soit je suis à l'extérieur, et dans ce cas, ma surface de Gauss est... ma sphère, l'équivalent de ma sphère de Gauss va être plus grande que la masse de que mon nuage, donc je vais avoir uniquement la masse de mon nuage qui est 4 tiers de pi R03 ρ0. Là je suis allée vraiment vite sur ça, vous pouvez détailler plus. Bon, c'est quand même un grand classique, la boule uniformément chargée, donc je me suis pas trop attardée sur les démonstrations. Donc on a les deux cas de figure. À l'intérieur, on est linéaire en R, à l'extérieur, on est en 1 sur R2. Bon, encore une fois, c'est vraiment des dépendances qui doivent vous parler. Si on représente ce que ça fait, bon là, il y a des moins, mais grosso modo, vous avez une fonction linéaire, et hop, une fonction en 1 sur R2 lorsque j'arrive à l'extérieur. Ok, donc maintenant on rentre dans le vif du sujet, on nous demande le temps d'effondrement du nuage, on nous donne une intégrale. Donc il faut regarder ce qui se passe, l'idée c'est de faire un bilan des forces, donc, vous allez avoir un principe fondamental de la dynamique, donc de regarder ce qui se passe a priori à la surface du nuage, puisque vous voulez voir ce qui se passe pour le rayon du nuage. Donc on peut dire que dF c'est dm fois G de R. Le PFD il vous dit que A égale G, on est en chute libre, donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut utiliser. Ensuite il faut regarder un peu ce qui va se passer. Moi je vous conseille toujours dans ces cas-là de faire un schéma, je trouve que c'est quand même assez visuel. En fait, si je regarde à t égale 0, mon nuage il a une certaine densité volumique, ρ, et plus j'avance dans le temps, plus ma masse volumique augmente, puisque la masse est conservée, mais mon nuage s'effondre. En fait, c'est ça le point important qu'il faut comprendre ici, avant de faire les calculs, c'est comprendre qu'en fait, la densité volumique, a priori, elle dépend du temps. Parce que justement, mon nuage s'effondre. Par contre, à l'intérieur du nuage, bon là, je ne l'ai pas super bien représenté, on est uniforme, donc c'est le même ρ partout. Mais par contre, en fonction du temps, ma masse volumique va augmenter, en restant toujours uniforme. Donc, qu'est-ce que c'est la masse intérieure de mon nuage ? Moi, ce que je vais avoir, à chaque fois, donc comme mon rayon va changer, en fait, la masse intérieure du nuage, je l'ai appelée M0, elle est conservée. Il y a toujours la même masse. Mais comme le rayon change, vous voyez, ρ va augmenter. Il va augmenter assez vite d'ailleurs. Parce que là, on est en R3. Donc voilà, ça j'ai appelé M0, c'est vraiment la masse initiale du nuage. Et donc, le théorème de Gauss, donc là j'ai pris G à la surface, me dit 4pi Gs de R, R2, où R est le rayon du nuage, ça nous fait moins 4pi G, masse intérieure. Donc ça me donne que Gs de R, c'est moins grand G, M0 sur R2, ça c'est le champ gravitationnel à la surface. Ok, et donc moi j'ai dit que A était égal à G, donc j'ai R seconde qui est égal à moins grand G, M0 sur R2.
Ça, c'est l'équation différentielle du mouvement qui va décrire l'évolution de R au cours du temps. Vous voyez que là, j'ai pas détaillé ce que c'était M0. Tout à l'heure, je vous ai dit ρ dépend du temps, etc. En fait, tout ça, c'est caché dans le M0, dans le fait que cette masse-là, elle reste. D'ailleurs, c'est plus pratique d'avoir fait ça, parce que sinon, vous voyez, vous allez prendre du R3, vous allez avoir un ρ0 qui va varier au cours du temps, etc. Donc vraiment, il faut aller vers la simplicité ici. Vous avez une grandeur qui est constante, vous la gardez constante et vous verrez à la fin ce que ça vous donne. Donc comment on résout ce genre de choses? Une technique qui marche très souvent, c'est de multiplier par R' point des deux côtés. Vous faites apparaître ici la dérivée de R point au carré. Là vous avez la dérivée, vous avez du moins R point sur R2, donc c'est la dérivée d'un truc en 1 sur R. J'intègre une fois, ça me donne R point carré sur 2 est égal à G M0 sur R plus une constante. Je trouve la constante d'intégration en disant que j'ai pas de vitesse initiale à t égale 0. Donc je regarde ce que ça veut dire. R.0 égale à 0. Donc R.0 sur 2 est égal à GM0 sur R0, le rayon initial, plus ma constante. Et donc pour que ce soit nul, il faut que la constante soit égale à moins GM0 sur R0. Faites attention vraiment, à chaque fois que vous faites ça, la technique vous l'avez, multiplié par R point des deux côtés vous l'avez, intégration vous l'avez, vous oubliez toujours la constante. Et pourtant c'est super important ici. Donc je continue, j'ai donc R point au carré qui est égal à 2 GM0, 1 sur R moins 1 sur R0. Ok, donc là j'ai une autre équation différentielle, en fait dans R point, j'ai toujours pas déterminé R en fonction du temps. C'est que R point il est positif, a priori ma vitesse elle augmente. Donc R point, ça va être plus ou moins racine de ce truc là. Donc 2 grand G M0 R0 sur R0, 1 sur R moins 1 sur R0. En fait là vous voyez j'ai multiplié en haut et en bas par R0 pour adimensionner l'équation. Pour avoir en fait quelque chose qui est en R sur R0 moins 1. C'est plus avantageux, pourquoi? Bah déjà je le vois un peu dans l'intégrale. Je vois que dans mon intégrale je vais avoir du X, c'est sans dimension. Et en plus en général c'est assez pratique d'adimensionner parce que si vous avez une fonction qui intervient, l'argument de cette fonction doit être sans dimension, donc si vous avez à dimensionner avant, ça marche bien. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a deux solutions pour les racines. X carré est égal à Y, c'est équivalent à X égale plus ou moins racine de Y. C'est important ici, on verra ensuite ce qui va se passer selon le signe. Donc voilà, j'ai posé X qui est égal à R sur R0, donc R point c'est R0 X point, donc là j'ai du R0 X point qui est égal à plus ou moins en préfacteur, racine de 1 sur X moins 1. Et là je suis contente parce que je retrouve ce qu'on nous donne dans l'intégrale, ça me donne dx sur dt est égal à plus ou moins, toujours mon préfacteur, racine de 1 sur X moins 1. Je regarde au bout de combien de temps on s'effondre. R il va passer de R0 à 0 et X va passer de 1 du coup à 0 parce que X c'est R0 R sur R0 pardon. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, vous voyez, nous on veut un temps, donc en fait pour avoir mon temps je sais ce qui va se passer pour l'espace puisque j'ai mes bornes limites, je veux isoler le dt, donc je mets le dt d'un côté et ensuite j'ai tout ce qui dépend de X de l'autre côté, j'ai toujours mon préfacteur ici. Donc là, on remarque un peu, il faut justement raisonner physiquement, parce qu'on a deux solutions possibles pour la racine. Moi, ce que je sais, c'est que mon rayon il diminue au cours de temps, donc mon dx il est négatif, alors que lorsque mon temps augmente. Et donc dt, ici, doit être positif. C'est pour ça que je vous ai embêté tout à l'heure sur la racine, c'est que si on fait pas ça, si on oublie la racine, comme on le fait souvent en physique, on se dit, il y a une racine, elle est toujours positive, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive là? Je vais être embêtée parce que je vais avoir un temps négatif. Donc il faut avoir ces deux racines possibles pour ensuite choisir laquelle je garde. Évidemment, on peut s'en sortir, mais imaginez si vous êtes là, vous vous rendez compte qu'à la fin vous avez un temps positif, ça peut beaucoup vous déstabiliser, donc il faut penser à tous ces petits détails ici. Donc taux, c'est l'intégrale de 1 à 0 de moins dx sur 1 sur x moins 1 fois ce préfacteur là. Et donc, j'ai moins et j'ai des bornes qui vont de 1 à 0, je peux inverser les bornes et enlever le moins. Et donc ça me donne ce truc là, fois mon intégrale qu'on me donne dans l'énoncé, on me dit qu'elle est égale à pi sur 2. Voilà. Donc là, j'ai le temps qu'il me faut. La seule chose, c'est que j'ai dit que ça c'était du M0, je l'ai pas exprimé en fonction de R0 et ρ0, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'utilise le fait que M0 c'est 4 tiers de pi R03 ρ0. J'ai des ρ0 qui se simplifient ici. Et donc il me reste quelque chose en 1
sur racine de Roger, pardon, ça vous fait penser à un truc, ça vous fait penser à ce qu'on a trouvé au début, en analyse dimensionnelle. Et ensuite, on a un préfacteur, donc ici on a un préfacteur, voilà, qui va être comme ça. Là je l'ai un peu simplifié, j'ai dit que le temps d'effondrement, du coup c'était 1 sur racine de 0g, pardon, 1/4 de racine de 3π sur 2. Donc vous avez un préfacteur ici. Sinon on a le bon ordre de grandeur. Moralité de l'exercice, on trouve quelque chose qui est cohérent avec l'analyse dimensionnelle, ça nous fait quand même plaisir. Ensuite on a un préfacteur, alors comme souvent on vous a dit pourquoi l'analyse dimensionnelle ça marche aussi bien, c'est parce que très souvent les préfacteurs sans dimension ils sont de l'ordre de grandeur de l'unité. Là ça se vérifie, c'est pas un très grand préfacteur, c'est un préfacteur qui est un peu dû à la géométrie ici, sinon on retrouve ce qu'on avait par analyse dimensionnelle. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous aura été utile, je vais résumer les points importants. Analyse dimensionnelle, on a dit qu'il faut regarder rapidement sans rentrer spécialement dans les détails des calculs. Théorème de Gauss, on a juste une analogie ici. Champ de gravitation, il n'y a pas de surprise. Et ensuite là, pour les équations, il faut bien comprendre comment ça se passe. Ce truc de la densité n'est pas constante au cours du temps, mais par contre c'est une densité uniforme. Il y a des petites techniques un peu calculatoires, multipliées par R point des deux côtés, intégrer, ne pas oublier la constante, adimensionner l'équation, et surtout bien garder les deux racines positives. Je vous ai vraiment beaucoup embêté avec ça, mais tous les élèves à qui j'ai donné ça en oral blanc se sont vraiment trompés et se sont dit à la fin, mince, j'ai pas le bon temps, etc. Donc on fait attention à ces détails-là. Et voilà, et à la fin on trouve un temps proportionnel à ce qu'on avait trouvé par analyse dimensionnelle. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, que ce soit pour préparer vos oraux ou par simple curiosité, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo. C'est vraiment utile pour moi de savoir que ce travail est apprécié et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos dans ce style. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de maths ou de physique.